Au cours de la dernière décennie, l'ère du numérique a permis au discours conspirationniste de sortir de l'ombre, ce qui a suscité chez certains d'entre nous un mélange d'incrédulité, de curiosité, voire de fascination. Et c'est à travers le prisme de l'humour que plusieurs sites web, pages Facebook, chaînes YouTube et balados ont choisi d'observer et d'analyser ces univers parallèles. Jeff, les mouvements conspirationnistes que tu observes attentivement depuis bien des années, bien, on le sait, au départ, ça se faisait un peu plus en vase clos, dans des univers un peu plus parallèles. Et là, de plus en plus, c'est devenu, permettez-moi l'anglicisme, mainstream, dans l'œil du grand public. J'ai comme l'impression qu'il y a une certaine fascination qui s'est développée, des gens qui se sont mis à observer ça, tourner ça en spectacle qu'on commande, dont on rit. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Comme tu dis, ça fait maintenant 8 ans là, que j'observe ces mouvements-là sur le web. Et avec la pandémie, on a raison de s'inquiéter qu'il y a beaucoup de gens qui ont été séduits par ces théories-là, qui commencent à adhérer à ces mouvements-là. Mais à l'inverse, ça a exposé beaucoup de gens qui n'étaient peut-être pas au courant des mouvements complotistes. Et ça a créé, à l'inverse, des gens qui sont complètement obsédés par les complotistes, mais qui ne sont pas complotistes eux-mêmes. Ça devient en quelque sorte, comme tu dis, un spectacle. Donc on voit dans les réseaux sociaux, ici au Québec, mais aussi ailleurs, des gens dont le passe-temps, c'est de suivre à la trace les complotistes. Qui parlent à qui est en chicane avec qui, un peu comme une télé-réalité quasiment. Ça devient, oui, souvent très humoristique. Ça tourne à la dérision et à la moquerie de ces gens-là. En même temps, est-ce qu'il y a autant de dérision, c'est une bonne chose? Ça a lieu de se poser la question. En tout cas, ça pose effectivement des questions tout à fait légitimes. On pourrait parler de mille et un exemples de ce type de personnes ou de groupes de personnes. Parlons d'un exemple en particulier, peut-être davantage connu dans le monde anglo-saxon, QAnon Anonymous. C'est un balado, un podcast, c'est ça? Balado américain, parti par une gang d'amis qui ont commencé à suivre QAnon là, dans les débuts. Là. Ils trouvaient que c'était une idée un peu ridicule, QAnon, et ont commencé à suivre qu'est-ce qui arrivait dans le mouvement, c'est qui sont les têtes d'affiche, qu'est-ce qu'ils racontent cette semaine, et on fait un balado hebdomadaire là-dessus. Au fil du temps, ils sont devenus des experts en QAnon. En suivant ça de manière amateur, un peu humoristique, ils ont développé des réelles connaissances de ce mouvement-là. Et puis là, on le voit, ça gagne en popularité au point où même ils viennent ici, au Canada, à Toronto, font salle comble quand ils font un enregistrement de balado là, en direct. Et c'est justement là que je vais, Jeff. Et c'est parti pour Toronto. Un petit vol, une petite heure. Fin d'après-midi à Toronto, maintenant que le soir tombe tranquillement, on va justement rencontrer Julian Field du podcast du balado QAnon Anonymous après leur tournée à travers l'Amérique du Nord en partant du chaud soleil de la Californie. Un petit tour par Brooklyn. Ils sont maintenant à Toronto. J'ai bien hâte de lui parler. On y va. Julian Field, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre univers à nous, décrypteurs. On était très heureux que vous acceptiez notre invitation. Comment vous expliquez l'intérêt, l'engouement pour vos podcasts? Je crois que très souvent, les gens qui nous écoutent connaissent quelqu'un ou connaissent une personne dans leur famille qui passe par ce genre de choses. Après, il y a aussi une partie de l'audience, je crois, qui utilise ça comme un prophylactique pour pouvoir explorer les théories du complot sans y tomber. I wanted to understand the other side of what was going on in the world. Friends and family have gotten into back then in the QAnon thing and now the conspiracy. It feels like a sympathetic ear. I have a family friend who was, sucked into the Q cult, and now, they're gone to, you can't talk to them anymore. I didn't want to hear about from my family members, but wanted to hear a kind of more nuanced or less biased take from a non-believer, I suppose. Vous êtes à Toronto, vous retournez à Chicago, puis ensuite Minneapolis, dans une tournée dont le titre fait référence aux reptiliens, c'est ça? Oui. Expliquez-nous un peu. En fait, on fait un spectacle qui est sur le thème des reptiliens. C'est-à-dire pourquoi les gens, et c'est 4% des États-Unis, pensent que
des reptiliens contrôlent le gouvernement et le pouvoir. Welcome, friends, to a very special reptilian-themed live show of the QAnon Anonymous podcast. Now, why lizards specifically? Why not bears? Bears are also pretty scary. Like giant squids, eels, Yeah, right. electric eels. Like there are a lot of like seemingly more dangerous animals. Si on veut que les gens comprennent quelque chose, on ne peut pas juste leur servir sans la garniture. Si on leur sert quelque chose sans sel, sans sucre, ils ne vont pas vouloir le manger. Les gens parlent de nous pas nécessairement comme un spectacle, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de rendre fantastique ou plus cartoonesque ce qu'on étudie. On étudie quelque chose qui est déjà fantastique et cartoonesque. If you hold it up to the light on the inside of the the Canadian build, you can see two reptilians kissing. You could see an underage Gila monster being molested by Prince Andrew. On s'occupe quand même, bien sûr, de ne pas promouvoir et plateformer les gens qui ont créé et qui profitent de cette théorie du complot, mais qui peut quand même adresser le fait que ces théories du complot existent, les gens y croient, et ce n'est pas des gens qui ne sont pas humains, c'est nos voisins, c'est nos parents, c'est nos frères et sœurs. Si on les déshumanise, il n'y a pas d'espoir de garder le côté social, le côté où les gens restent une culture et peuvent s'appuyer l'un sur l'autre. Donc, ne pas ostraciser ces personnes, essayer de faire comprendre les mécanismes derrière la désinformation et le fait qu'on tombe dedans, mais aussi avec une touche d'humour. Hein? Et c'est là où votre travail est subtil, de rire de tout ça, sans se moquer des personnes qui l'incarnent. C'est un peu ça? Oui, c'est un peu ça. Je crois que c'est parce que on peut faire des choses que les journalistes ne peuvent pas. Donc les journalistes font partie de l'écosystème de nos pensées et on est constamment en train de s'appuyer sur des sources journalistiques. Mais on peut dire le truc qu'on aimerait que le journaliste dise, mais qu'il n'a pas le droit de dire. Un exemple? Des blagues horribles. 80 Canadian MDs vaxxed and dead. By Dr. Mark Trozzi. You can find him at drtrozzi.org. Never good when your doctor has a website. Est-ce que vous avez, en parlant de QAnon, en parlant de toutes les théories du complot que vous abordez dans votre podcast, est-ce que vous avez eu une rétroaction, un feedback parfois négatif de ces personnes, de ces univers? Est-ce qu'on s'en prend à vous? Des gens qui pourraient mal comprendre votre objectif et votre démarche, peut-être? Je crois que c'est là où on a une position quand même assez particulière. C'est-à-dire, oui, bien sûr, on reçoit plein de messages négatifs et positifs. Donc, comme tout média qui aurait une plateforme, disons. Mais je crois que les gens ne nous voient pas comme un ennemi qui se bat contre eux dans deux camps séparés. On préférerait un peu incarner une approche où on ne nie pas que la méfiance est très utile et même valide, mais qu'en même temps, il y a des choses qui sont juste pas vraies. Il y a des choses qui sont des manipulations. Canada, we're going to be talking about your preeminent media outlet here, Drother. The only photo that has no label just is a finger hovering over the lies button on the computer. That's my favorite button. If you're chatting with someone and you want to lie, just press that shit. AI does the work. En terminant, il y a des gens qui vous écoutent, qui nous écoutent, qui écoutent notre conversation et qui, comme vous le disiez tout à l'heure, ont un oncle, un frère, une sœur, une mère qui a basculé dans cet univers-là. Si vous aviez un conseil à donner à ces personnes-là, un seul, quel serait-il? Ou deux? Oui. Je dirais patience déjà. C'est très très difficile parce que c'est une connexion humaine et on a l'impression de perdre la personne, c'est-à-dire de perdre contact avec la personne. Ça peut revenir, mais c'est difficile, je dirais. Il n'y a pas de réponse facile à cette situation, sauf l'empathie. L'empathie et aussi s'il y a des manières gentilles de rediriger les gens en dehors des écrans, en dehors de passer des heures sur YouTube, en dehors de s'obséder même avec la télé, les news à la télé, de passer plus de temps dehors, de passer plus de temps à avoir des moments d'interaction qui existent. On a des choses qui ont de la profondeur dans notre vie, des relations qui ont de la profondeur, et on s'intéresse moins à ça, c'est naturel. Mais solution magique, je ne sais pas. En tout cas, une de ces solutions, c'est d'écouter votre podcast. Je dirais jamais ça, mais si vous le dites, si vous le dites. Merci infiniment, Jordan. Merci à vous.